Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 94e épisode du Dreamcast Show. 94, c'est le Val-de-Marne, donc on passe un gros coucou à Mickey Mouse et aussi à tous les fans de Kerry James, parce que comme vous le savez tous, 9-4, c'est le Barça. Nous, on va se retrouver pour parler des Warriors et des Lakers et un petit peu faire le point sur ces équipes-là depuis la trade deadline et se poser la question... Est-ce que ces équipes pourraient être des contenders sérieux pour les playoffs 2025 ? Alors on se retrouve tout de suite après le jingle avec Baptiste. Et salut Baptiste, comment ça va ? Salut Azad. Écoute, je vais très bien. Je suis très content de faire ce petit podcast sur les emmerdeurs de l'Ouest, les emmerdeurs C'est du comme ça que tu Thunder. les as appelés, hein. Je tiens à le préciser que c'est ta manière d'en parler, mais je trouve que ça correspond bien, ouais. Les troubles faits. Les troubles faits, c'est bien. Les troubles faits, c'est bien, mais non, écoute, ça va. Ça va, les Warriors qu'on avait évidemment annoncé top 6 et qui vont évidemment faire top 6 comme on avait annoncé. Bah oui. Parce que j'ai un peu réécouté la preview et on avait dit des conneries et on avait dit aussi pas que des conneries. Bah T'avais oui, non dit, eh oui, on avait dit par exemple que Détroit serait la darling, mais... que Ouais, on mettait nos mains à couper, que OKC serait la meilleure défense ouais. et je crois, faut que je réécoute en entier, mais qu'on mentionne que Butler pourrait se faire échanger. Bah Donc écoute, il y a des mecs c'est qui beau, hein. bossent l'été. Oui, bon, après, il y a des choses que je passe un peu sous le tapis, hein, parce que Oui. l'attaque des Suns, on était bien chaud dessus aussi. Mais non, mais toi, comment tu vas là? C'est la fin de ton petit road trip. Comment ça se passe? Pas trop triste? Eh ben, écoute, ça va. Là, les matchs sont finis, donc je vais pouvoir un peu reprendre des activités hors Celtics, disons. Donc voilà, peut-être une vidéo qui va sortir ce dimanche sur un joueur français. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Normalement, j'ai le temps de la faire ce week-end, donc on va essayer de faire ça entre deux avions. Mais non, ça va. Je suis un peu crevé, je suis presque content de rentrer à Grenoble. Ouais, mais moi j'attends une seule chose, c'est que tu postes cette vidéo comme ça, on pourra mettre il est de retour, il est de retour sur le Dreamcast Show et puis voilà quoi. Mais Oui. non, vas-y, pardon. Non, mais en plus, c'est marrant parce qu'il porte le numéro 10 du coup. Attends, j'ai complètement lâché. Toi, tu portes le numéro 10 toi? Eh ben non, Ah, mais Zidane, il porte le numéro 10. Et tu sais, il y avait la une de l'équipe, il est de retour. Et Zachary ah, Greffé aussi. ah oui, d'accord, ok. Non, parce que pour moi, le il est de retour, je crois que c'est sur Grégory Coupé, hein. Je crois que Ah ouais? c'est. C'est Mais, pas, c'est pas Zidane, il est de retour. mais Zidane, c'est la une de l'équipe, mais la vidéo où Ah non, le c'est il commentateur. revient. Ouais, bon. Tout ça pour dire que t'as vendu la mèche de quel joueur français c'était? Oui. Bah en même temps, j'ai déjà fait Alexar. C'est vrai. T'as déjà fait Koulibaly. Salin, il s'est pas passé grand-chose. Bah, il faudrait qu'il joue. Ouais, Ça aurait pu être Noah Penda si je faisais des trucs sur les mecs qui jouaient pas encore NBA, mais non, du coup. ouais. Donc voilà, peut-être que ça vient, peut-être que je ferai un truc sur Noah Penda. Non, je pense pas. Ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais me taire. Et je vais pas rien annoncer que je vais ne faire ou ne pas faire. Et je vais laisser le temps au temps. Et le temps est venu 6 semaines, 2 mois presque après la trade deadline. Non, un mois et demi. Allez, un mois après la trade deadline en réalité, on Six va pas semaines, six s'emballer. semaines, c'est pas mal, hein. 6 semaines exactement. On va rester sur l'offre de base. 6 semaines après la trade deadline. Une des trade deadlines les plus fun à suivre, même si c'est pas le jour J qui s'est passé des trucs, c'était un peu la semaine d'avant. Euh, il est temps de parler des deux équipes qui ont peut-être le plus bougé à l'ouest et qui pourraient être passées de pas vraiment contender sérieux à trouble fête emmerdeur, voire peut-être contender. Et on va commencer par les Warriors. Mais avant d'introduire nos deux équipes et de parler un peu de ces deux équipes-là, je voulais quand même souligner un petit peu un truc. C'est que ces Mhm. deux équipes-là, depuis la trade deadline, sont parmi les meilleures défenses de la ligue sans avoir de protecteur de cercle un petit peu traditionnel.
Et je voulais un petit peu mettre en avant un épisode que Guillaume dans le Basket Lab avait fait sur un petit peu est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir un pivot élite en protection de cercle pour être une défense d'élite. Et du coup, si vous voulez un peu creuser le sujet, je vous invite à écouter ce podcast-là. Et nous, on va un petit peu du coup aller dans le détail de pourquoi et comment les Warriors et les Lakers sont redevenus entre guillemets compétitifs, et notamment en passant par leur défense. Alors, toi qui as pas mal regardé les Warriors, peut-être plus que moi, et t'en as même fait une vidéo, est-ce que tu peux un peu nous présenter le nouveau projet dans la baie de Golden State? Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. En fait, moi, je suis devenu un Warriors addict, hein. Je suis devenu un Warriors addict. Mais pour moi, il y a un peu ce que je disais dans la vidéo et ce qui m'avait un peu marqué, c'est que le match juste avant le trade de Butler contre les Lakers, ça a pour moi été un peu le premier déclic où en gros, c'était la première fois depuis le début de saison quasiment, où je voyais un bon match offensif de la part des Warriors, surtout la deuxième mi-temps, avec un peu cette recherche du spacing. Et la deuxième mi-temps, en gros, ils jouent avec Draymond Green en 5. Et en gros, c'est Draymond Green et Quinton Post. Et en fait, même avec le trade de Jimmy Butler, c'est quelque chose qui continue, hein, qui perdure dans le temps. Et ce que je trouve assez intéressant, déjà pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que depuis du coup la deadline, donc on a 14 matchs, 12 victoires, 2 défaites, plus 12 de net rating. Plus 12 de net rating. C'est énorme. C'est dès que tu passes le plus 10 dans tous les cas. Bon, là, c'est un échantillon qui est assez petit, mais Ouais. quand même, c'est assez significatif, disons. Après, il y a aussi toujours un petit peu le problème de la situation de certaines équipes post-deadline qui fait qu'il n'y a pas tout qui est compétitif. Du coup, ça peut tirer un peu les ratings vers le haut. Mais en gros, ils sont un petit peu dans les chiffres de Cleveland et de OKC qui dominent sur toute la saison, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a des victoires. Enfin, tu vois, il y a des matchs, ok, d'accord. Il y a Chicago. Je crois qu'ils jouent 2 fois Chicago. Mais ils jouent Orlando. Ils jouent les Kings, qui sont pas non plus une mauvaise équipe. Ils battent Houston. Ils ont explosé les Bucks enfin, explosé surtout en fin de match pour le deuxième match de Butler. Ils ont battu Détroit il y a pas longtemps. Ils ont battu Portland. Et en plus, Portland, ils les ont vraiment dominés. Il y a eu un écart qui s'est créé assez vite. Et ce que je trouve assez intéressant avec cette équipe, du coup, je sais pas trop par où commencer, mais ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est en gros la question qui est sous-entendue, c'est est-ce que une des deux équipes peut battre OKC sur une série et ou Denver, en gros. Ouais. On est d'accord. C'est un peu l'idée, ouais. Après, il y a certains qui parleraient des Clippers. Voilà. Écoute, moi j'y crois toujours à mon projet Clipper. C'est juste que pour l'instant, je le fais un peu moins vocalement, quoi. Ouais. Puis c'est pour faire augmenter la cote, comme ça tu mises quand ce sera au plus haut, etc. Quoi, c'est ça. Exactement, t'as tout compris. Moi, je suis un mec très, très orienté paris sportif, crypto-monnaie, Ah ouais, investissement. ouais. C'est vrai. C'est vrai que t'es un grand fan de Terry Rozier. Exactement. Non, mais. Et ce que je trouve intéressant avec ces Warriors, peut-être ça commence par là, mais je trouve que la greffe offensive, elle est géniale de Butler. Mais je trouve que la greffe défensive, elle est peut-être encore plus géniale parce que en attaque, il sort du cadre et il apporte des choses dont l'équipe avait besoin. Mais en défense, il rentre parfaitement dans ce dont l'équipe avait besoin. À savoir que l'équipe joue du coup avec Draymond Green. Et on retrouve un peu, je trouve, les principes qu'ils avaient en début de saison ou qu'ils ont essayé de mettre en début de saison. À savoir énormément de pression sur le ballon. Et depuis du coup les 14 matchs, ils sont à 16% de turnover provoqués. Donc ce qui est défensivement un très gros score, hein. Si on regarde l'ensemble de la saison, ils sont à 15,4. C'est 7ème. Donc en fait avec 16%, t'es une équipe grosso modo top 5 qui provoque le plus de pertes de balles en fréquence en tout cas. Et Butler, il s'incorpore parfaitement là-dedans parce que en fait, il peut être mis on-ball, mais là où c'est génial, c'est plus quand ils mettent en fait Moody sur le ballon, même si ça switche beaucoup. Et en fait,
en deuxième rideau, t'as Butler et Draymond Green qui sont exceptionnels. C'est ça. Exceptionnels. C'est là où du coup tu as un peu ce truc-là de, au lieu d'avoir un safety et un protecteur de cercle, comme tu peux avoir par exemple à, je sais pas, à Milwaukee avec Giannis et Brook Lopez, là tu as deux safety. En fait, je me dis, mais comment on a pu collectivement laisser se passer d'avoir Butler et Draymond Green dans la même défense? Je suis tellement content pour les Celtics qu'ils soient pas à l'Est, les Warriors. Oh! Mais comment on a pu, ne serait-ce que douter, que douter du fit de Butler aux Warriors, franchement. Ah, C'est... ouais, bah ça va. Moi, j'y ai pas, ça, j'en ai pas trop douté. Peut-être plus offensivement, je m'étais dit, ah, le spacing quand même, mais défensivement, c'était sûr que ça allait être. En plus, ce qui est intéressant, c'est des safety qui ont des profils différents. Là Ouais, où exactement. ça va être plutôt un safety Cooper de ligne de passe et pression sur disons, l'horizontalité du terrain, Butler. Euh, Draymond Green, c'est plutôt un safety vertical qui va être plus dans la protection de cercle aussi. Donc je trouve que c'est deux safety qui se complètent très bien. Et du coup, il y avait un peu la peur de la perte du profil d'Andrew Wiggins qui était parti, du coup, je sens que tu te marres déjà, qui était parti à Miami. Mais c'est là où tu dis, bah en fait, ils avaient Moses Moody, pas Moody, pas ce Moody Moody. Oh Ouais. putain, ce Moody, Aime le maudit. M le Moody, bah, sur le banc, prêt à jouer. Et en fait, bah, du coup, depuis quelques matchs, il joue. Depuis la trade deadline, il joue. Moi, j'ai regardé un petit peu les stats. Je vois il y a quand même les minutes qui ont vraiment augmenté. Et en plus de ça, bah ouais, t'as 28 minutes, t'as 12 points, donc c'est pas énorme. Mais en gros, t'as une efficacité qui est quand même vraiment là. T'as du playmaking défensif avec plus d'1% de block percentage et plus d'1% de steal percentage sur ces minutes-là. Et tu as une vraie capacité d'avoir des choses intéressantes schématiquement. Notamment, j'ai lu un petit peu des analyses qui ont été faites du match défensif des Warriors contre les Knicks, où justement Moody a été bon pour le ice, ou un petit peu Ouais, forcer en tout cas Bronson sur son côté faible, entre guillemets, pas que vers la droite, ouais. Bronson ait un côté faible, mais il a un côté moins fort, disons, et pour éviter aussi les switches. Parce que du coup, l'idée, ça reste quand même de pouvoir protéger Stephen Curry au maximum. Et c'est vrai qu'ils ont une équipe défensive très modulable, C'est malgré ça, le ouais. fait de ne pas avoir un protecteur de cercle classique, quoi. Et en fait, ce que je trouve... Bon, après, le match contre les Knicks, c'est un copier-coller du match qu'ils avaient fait... les deux matchs qu'ils avaient fait l'an passé. Ouais, Où en gros, c'est exactement ça. C'est il ice et après, t'as Draymond qui est un peu en safety qui gère tout. Et il y hmm, a ce côté aussi où c'est toujours traditionnel chez ces Warriors, mais on overload beaucoup le cercle en fait pour ne pas avoir une grosse fréquence défensive de tir au panier. Et c'est là où Draymond est vraiment génial. Et je trouve que ça correspond pas mal à des schémas qui peuvent gêner OKC. Et d'ailleurs, on avait vu qu'ils avaient battu OKC cette saison hmm. aussi sans Draymond parce qu'ils avaient la force des schémas. Et je crois que c'est Guillaume et FD qui en avaient parlé dans un hebdo d'ailleurs. Oui, bah, totalement, c'est là où ils sont aussi ils sont bons parce qu'il n'y a pas que l'aspect de provoquer des turnovers, tu vois. Il y a aussi le fait que ce soit l'équipe qui retire le plus de tirs au cercle sur cette période-là depuis le début, enfin depuis la trade deadline. Donc la défense, en fait, elle protège le cercle en empêchant son accès, entre guillemets, parce que du coup, ils n'ont pas forcément de mec qui va être capable de contrer, même si, du coup, ça montre encore une fois bien que ce soit un personnage détestable publiquement, euh, la, La force, hein. le monstre défensif qu'est Draymond Green, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant et franchement, je trouve qu'il joue à un niveau depuis quelques matchs assez fou. Et tu vois, au final, bon, c'est un peu un classique. 2022, 27% de tirs encaissés au panier, première Ouais. fréquence. 2023, 25% première fréquence. 2024, 25,7% première fréquence. Cette année, 24,7% première fréquence. Et ce que j'aime bien, c'est un peu ce côté où, comme tu as dit, c'est très modulable. C'est-à-dire, s'il n'y a pas forcément de joueur qui est élite pour chasser le mismatch, bah on va switcher en fait. Et il n'y a pas de souci pour ça.
Et si jamais on veut plus garder un joueur, eh ben on va avoir Moses Moody qui est pas trop mal dans la navigation d'écran. Et par exemple, face à Portland, eh ben ce qui se passe, c'est que Moody, il est resté tout le match, il a pas switché d'Anthony Simmons. Et en fait, du coup, bah, ils ont beau essayer de cibler Curry, en fait, ils faisaient soit du edge, soit des choses du pré-switch pour protéger Curry. Et ça marche vachement bien parce que et il y a pas mal de séquences aussi où ça marche aussi avec Butler. Je crois que c'est contre les Kings. Tu sais, il y avait une séquence qui avait pas mal tourné où en fait, tu vois Butler qui commence sur le point d'attaque et qui finit par défendre Sabonis en gros. Ouais. Et en fait, c'est assez intéressant parce que bah, tu as vraiment une équipe avec Moody, Butler, même Draymond, qui est ultra switchable, même Gary Payton, etc. Et qui a même pas encore récupéré peut-être un des défenseurs les plus polyvalents on-ball avec Jonathan Kuminga, même s'il faisait pas une bonne saison. C'est aussi une arme défensive en plus. Et le seul presque qui switche pas avec Curry, ce serait du coup Quinton Post, mais qui est finalement ce qu'ils attendaient du trade de Vucevic, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si c'était pour le spacing, bah, un poste 5 spacer, il l'avait déjà, quoi. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de cet ami Quentin Post? Le Hollandais, eh ben, je pense que je pensais pas qu'il serait autant respecté, en fait, si vite. C'est-à-dire, tu sais, on avait dit, je me souviens, on avait discuté, on disait, bah, Quinton Post, ok, ça a l'air d'être un pivot shooter, mais est-ce qu'il sera respecté? Et en fait, moi, je trouve qu'il est vachement respecté parce que, bon, là, sur un petit échantillon, sur les 26 matchs qu'il a joué, il est à 45% à 3 points. Ouais. Donc, mais en fait, c'est sans tir, quoi, donc c'est pas grand-chose. Mais je trouve que, en fait, oui, quand tu vas un peu dans ces 4 saisons de high school, il y avait vraiment le shoot. Et ce que j'ai bien aimé, c'est 2-3 séquences où en fait, je crois que c'est contre Brooklyn ou contre les Knicks aussi, où en fait il a le mismatch et il joue le mismatch, il joue le post-up. Et il y a 2-3 trucs en plus de juste le shoot, mais qui en fait est déjà ultra valuable parce que si on en revient un peu à cette deuxième mi-temps face aux Lakers, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le spacing. Une des premières fois où je me disais waouh, il y a un vrai spacing pour Curry et donc bah, tous ces drives et tous ces comment dire, tu sais, des actions en post-up split, bah, ça redevient indéfendable. Ouais. Et du coup, bah, Quinton Post, il est beaucoup utilisé en spacer, mais ça marche, quoi. Bah ouais, et puis il y a quand même il y a du toucher en fait. Quand tu regardes au-delà de juste le 3 points, tu vois, même un peu de dribble, la qualité de pouvoir un petit peu attaquer du post-up, il y a des bribes d'un peu de connectivité, disons, et je trouve que même défensivement, en réalité, de ce que j'ai vu un petit peu, il sait plutôt bien se placer. Et il y a aussi du coup ce truc-là de tu sens que c'est un joueur bah un peu dans le moule Warriors, mais du coup qui a du toucher, qui sait bien se placer avec et sans le ballon, et qui sait être un joueur impactant sans avoir forcément besoin d'énormément et de minutes et de ballons, et qui peut tout simplement se mettre dans les schémas. Et même tu vois au niveau des écrans, le fait de l'avoir comme poseur d'écran sur des actions en Ouais. stagger, un Mais peu off-ball, bah du coup c'est un poseur d'écran qui peut shooter. Et ça, et ils avaient ça, pas vraiment ça avant les Warriors, quoi. ouais, et je trouve ce qui va trop bien, c'est que les Warriors, depuis le trade, c'est devenu un peu, pour moi, la post-up split offense. Ouais, Et ce qu'ils adorent faire, c'est... Alors, en soi, c'est pas vraiment un twirl, mais moi, j'appelle ça un peu une twirl action. C'est-à-dire que, en fait, t'as un premier... Du coup, t'as un joueur qui a la balle au post-up. Et après, t'as, en gros, Stephen Curry. On va prendre l'exemple de Stephen Curry, qui reçoit un écran pour se démarquer. Et en fait, lui-même, il va pas récupérer la main pour le ballon pour le main à main, mais ouais, il arrête sa course et il pose l'écran pour le deuxième shooter qui se démarque. Et en fait, ça, ils le font mais vraiment énormément de fois. Et ce que je trouve fou, c'est qu'ils ont un nombre de combinaisons, en fait, qui est assez dingue aussi, parce que du coup, tu as Quinton Post qui peut jouer le premier poseur d'écran et qui même parfois, du coup, bah, peut glisser l'écran, mais on va dire à l'inverse, plus le ghoster. Et quand il y a trop de pression sur Curry ou sur Butler qui va couper, et ben lui, il peut s'écarter à 3 points, ou même ça peut être lui qui reçoit au final l'écran de démarquage et il rentre ultra bien dans ses schémas, tu vois.
Et ouais, il y a la qualité de pose d'écran. Mais du coup, c'est assez cool à voir, quoi. Bah, et c'est surtout que du coup, ça correspond bien aussi au jeu qu'ils ont envie de développer parce que Ouais. ils n'ont pas besoin d'avoir un énorme ball handler. Du coup, bah, Curry, Draymond Green et Butler peuvent porter, mais sans non plus être héliocentriques. Et t'as énormément de mouvements, quoi. Et on retrouve un petit peu l'essence peut-être des Warriors, peut-être même plus ceux de 2016, quoi. Ceux d'avant Kevin Durant. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, si on peut passer sur l'attaque un peu rapidement, Vas-y, vas-y. bah, tu vois, ce qui se passait souvent et ce qui se passe beaucoup, je sais plus quel match c'est, mais c'était super marrant parce que, en gros, il y a Steve Kerr appelle un système. Donc, en gros, c'est Butler qui va poser un écran, en gros, un écran de démarquage pour Stephen Curry. Ouais, Non, pardon, c'est l'inverse. C'est Stephen Curry qui pose un écran descendant, donc un rip ou un rip screen ou un back screen pour Jimmy Butler qui peut couper au panier. ouais, Et le coach adverse, et je sais plus quel match c'est, je crois que c'est contre Orlando, je crois que c'est Jamal Mosley, il lit le truc et il gueule et il dit switcher, switcher, switcher pour pas que Butler ait son tir au panier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, Butler, il reçoit la balle au défenseur de Curry, à la base. Il se retrouve sous le panier avec l'avantage de taille. Une pump fake, le défenseur saute et lancer franc. Et en fait, je trouve ça ultra symptomatique de... Ben, en fait, on retrouve aussi le Stephen Curry qui est dévastateur parce que tu peux ouais. plus vraiment switcher sur ce genre d'action, quoi. Bah là, c'est là où le profil aussi de Curry et celui de Butler, c'est fantastique, quoi. C'était quand même, C'est trop complémentaire. c'est trop complémentaire et c'est là où aussi, pourquoi, même si c'était une version 0,25 de Curry, avoir Butler et Hero, ça pouvait très bien fonctionner aussi, et même quand Hero était rookie, et même, tu vois, Butler à côté de Dragic, ça fonctionnait très bien, c'est parce que Butler, il peut énormément évoluer à côté d'un porteur de balle qui peut shooter et se déplacer sans le ballon, quoi. Donc Hmm. le coefficient intellectuel basket de cette équipe des Warriors, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, offensivement et défensivement, elle lui permet vraiment d'élever son niveau plancher ou plafond, je sais jamais c'est lequel qu'il faut dire, mais c'est là où ils peuvent être, et c'est là où ils peuvent être vraiment, vraiment dangereux. Et il y a quand même plus de profondeur depuis qu'il y a Butler. Alors clairement ce qui leur manquait avant avec les profils qu'il y avait, quoi. Donc là, même si il n'y a pas un spacing qui a énormément évolué, il y a plus quand même de variété dans le jeu et la défense peut vraiment permettre aussi de débloquer des choses parce que du coup ça peut être aussi une équipe de transition vu tous les, Ouais. les pertes de balles qu'ils créent et le spacing est beaucoup moins problématique sur de la transition. Ouais, et exactement. Et même parfois, en fait, tu vois, quand tu joues des actions, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils jouent pas mal de post-up splits, qui finalement sont des actions qui se jouent à 3. Hmm. En fait, c'est-à-dire que je trouve que t'as limite pas besoin du spacing trop de l'autre côté, quoi, avec Butler et Curry qui jouent leur post-up split, en gros. Parce que si tu vas à 2 sur Curry, et ben Butler il va couper au panier et arriver lancé, même s'il y a une aide, Butler qui arrive en drive dans la raquette, Hmm. c'est plutôt pas mal. Et sinon, bah en général, c'est un tir de Curry, quoi. Et si tu switch, bah Butler il a le mismatch. Et je trouve que c'est ultra complémentaire. En vrai, un peu d'autopromo, mais la vidéo que j'ai faite dessus, c'était vraiment un peu concentré là-dessus. Et c'est Ouais. vrai que le spacing, je trouve qu'il y a une vraie recherche pour équilibrer le spacing. Et si tu me permets, est-ce que tu es prêt pour le petit point stat de ces Warriors? Mais je t'en supplie, envoie-moi de la stat. Donc, Stephen Curry, le trade a eu lieu le 7 février 2025. Depuis le 7 février 2025, Stephen Curry est à 1,39 points par tir. C'est beaucoup, non? 1,39, c'est pour vous dire, Shea il est à 1,30. Donc, donc 1,39 en gros ce serait les 120, 125 de true shooting plus, quoi. Et ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, tu regardes sa shooting chart avant, donc avant la deadline,
39% à 3 points. Après, 42% à 3 points. On a une petite augmentation, mais finalement, on n'a pas un Curry qui, depuis 14 matchs, est en surchauffe complète à 3 points, tu vois. Ce qui peut arriver avec ce genre de joueur. Et en fait, quand tu regardes les stats, ce qui a vraiment bougé, c'est qu'il était à 61% sur les tirs au panier. Depuis le trade, 71%. Et sur les short mi-distance, donc les flotteurs où il n'avait pas d'espace, il était à 48%. Il est à 57%. Donc au final, il semblerait qu'il y ait un meilleur spacing. Donc au final, il semblerait qu'un meilleur spacing nous fait retrouver le Stephen Curry ultra méga efficace. Exactement. Et alors, est-ce que du coup, on y croit ou on n'y croit pas à ces Warriors? En fait, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire complètement. Et Elle est meilleure que l'équipe championne en 2022? Elle avait une... Ah, c'est dur à dire. Mais j'avais juste une autre stat à dire avant. Et vas-y. Hein. Mais faut juste que je la retrouve. Oui. Mais en gros, le gros point faible des Warriors sur le début de saison, pardon, c'était quoi? C'était les minutes sans Steph en attaque. En réalité, quand t'avais Steph, je crois ils avaient 118 ou 119 ou 120 même, je crois, d'offensive rating avec Steph sur le début de saison. Et en fait, ce qui se passait, c'est que tu avais un énorme down parce que tu n'avais plus de source d'attaque sans lui. Et du coup, c'est encore une fois un tout petit échantillon, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que sur le côté attaque, il n'y a pas de surchauffe à 3 points, donc c'est intéressant. Juste sur l'offensive rating, donc Curry sans Butler, il y a 1600 minutes, c'est toute la saison, il y a plus de 120 d'offensive rating, voilà, c'est ce que je disais. Donc en fait, c'est déjà une attaque qui marchait très bien avec Curry et c'était toujours un super attaquant. Les deux ensemble, il y a un peu une sous-chauffe à 3 points de l'effectif total. Ils sont qu'à 33% quand les deux sont ensemble. Et on a 118 d'offensive rating. Donc en gros, tu te dis qu'avec une efficacité qui retrouve un peu les standards, en fait, tu es toujours dans une attaque qui est aux alentours des 120 d'offensive rating. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur les 163 minutes sans Curry, avec Butler mais sans Curry, 163 minutes, c'est pas beaucoup, mais malheureusement on fait avec ce qu'on a. C'est intéressant parce qu'il y a que 36,6% des 3 points qui ont été rentrés sur cette période par l'attaque, donc pas une surchauffe. Et ben t'es à 122 d'offensive rating. Parce que Jimmy Butler est beaucoup mis avec Buddy Hield, et en fait Jimmy Butler, Buddy Hield, et ben ça marche, et face à des secondes units qui sont aussi parfois moins fortes défensivement, et ben ça marche de ouf, et ça va peut-être pas se maintenir à 122, mais en fait, vu que tu as toujours un des deux sur le terrain, et ben ouais, ça prouve que au final, tu as une bien meilleure attaque qu'avant, et Butler, c'est un joueur qui peut attaquer le mismatch, qui peut jouer du pick and roll, qui peut être mis en mouvement dans des zoom action, qui peut être mis dans les post-up split avec Buddy Hield, et qui peut laisser la création aussi un peu parfois à d'autres joueurs. Et c'est peut-être là le plus gros impact offensif de Butler, quoi. Ok. Bon, du coup, ça veut dire que pour ces playoffs-là, on y croit? Moi, Est-ce que ça gagne une série? Ouais, moi, je pense que on met OKC de côté ou pas? Non, bon, on met tout le monde. Non, mais parce que sur un premier tour, normalement, ils vont pas être 8e, donc ils vont pas jouer au OKC. Ah oui, mais je te demande, là, quand ils vont finir, est-ce qu'ils vont gagner leur premier tour, quoi? Moi, je pense que Minnesota, il passe. Houston, je pense qu'il passe. Memphis, je pense qu'il passe. Et Denver, le truc, c'est que Denver, j'adorerais voir cette série quand même. Parce que Jokic, c'est un match-up différent à lui tout seul, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme dit, je pense qu'ils ont des schémas qui peuvent vachement gêner OKC, quoi. Et on l'a un peu vu, ils ont gagné, je crois, 2 ou 3 des rencontres où il y a eu OKC Warriors cette année. Alors c'est toujours très serré, hein, mais ça peut être des match-ups très fun, quoi, en tout cas. Alors je dis pas qu'ils vont les taper, mais je pense que schématiquement ça marche plutôt pas mal
contre OKC. Et moi, je pense que ça passe un tour. Est-ce que ça passe 2 tours? Ça dépend du seeding. Ouais. Mais tu vois, moi, tu me dis la finale de conf, c'est Golden State OKC. Je te dis ouais. Ok. En gros, c'est la deuxième meilleure équipe à l'Ouest pour toi? Euh, avec d'autres équipes. En fait, pour moi, il y a un peu un top 4 à l'ouest maintenant. Ok. Et ça me fait la transition parce que du coup, je peux te relancer. Mais il y a un peu OKC qui reste au-dessus. Et après, pour des raisons différentes, il y a Denver, même si le spacing, je crois que on l'a tous vu, il fait un peu peur. Il y a les Warriors et les Lakers. Ouais. Mais Et du du coup, coup, dans ce top 4 là, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui. Est-ce que OKC est largement au-dessus de ces équipes-là? Ou est-ce que c'est un top 4 qui est un peu homogène? bah, je pense quand même que OKC est quand même au-dessus, quoi. Ok. Par Et en le... fait, si on a plus un top 1 puis un Un top top de 2 3. à 4 quoi. Ouais, moi c'est comme ça que je le vois. Après, enfin, je sais pas, Memphis, j'ai pas ultra confiance sur ce que je vois ces derniers temps. Ouais. Et Houston, je pense que on l'avait vu dès le début de saison, mais le jeu de demi-terrain, c'est quand même compliqué, quoi. C'est quand même compliqué. Donc, ouais, j'ai plus l'impression que c'est ça, quoi. Et après, les Clippers, est-ce que toi, tu les mets toujours dans ce deuxième chapeau, du coup, les Clippers? Ah, c'est trop dur à juger les Clippers. J'ai envie de te dire oui. Ouais. J'ai envie de te dire même potentiellement au-dessus des Lakers qui sont peut-être, je crois, un peu moins au projet Lakers qu'au projet Warriors et au projet Clippers. Ok. Et ben, du coup, Du coup, transitionnons. positionnons. Les Lakers, ça a battu Denver, ça fait du bruit. JJ Redick, coach de l'année, Luka Doncic. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça déjà? Est-ce qu'ils sont vraiment forts sur les dernières semaines, Azad? Ils sont vraiment forts défensivement et ils ont utilisé un petit peu une approche qui peut rappeler presque celle. Je ne saurais pas si ce serait ouais peut-être Miami un petit peu dans le sens où ils mixent une défense avec une zone avec ouais, une défense de zone avec une individuelle qui fait énormément des aides et il y a un super article de Basketball Poetry justement qui fait un gros zoom sur leur défense et qui parle justement un petit peu de ce mix là et ce mix là est causé par le fait qu'ils ont pas de pivot. Ils ont Jackson Hayes, qui reste un pivot entre guillemets déjà Mhm. très fragile. Au-delà du fait que je pense qu'il a un QI de pomme de terre vu ce qu'il est capable de faire en dehors d'un terrain de basket. C'est un mec qui est souvent blessé et en plus qui te garantit pas toujours de la grosse qualité sportive, même si du coup dans les schémas qu'ils ont utilisés, ça pouvait bien fonctionner. Mais en gros, les schémas qu'ils utilisent surtout, c'est d'avoir les joueurs entre guillemets plutôt cibles, parfois comme Doncic plutôt bas sur le terrain avec des aides très compactes entre guillemets. Et en fait, Mhm. du coup, ils forcent les équipes à prendre des 3 points. La seule équipe entre guillemets. Après, ils ont une approche qui dépend beaucoup aussi des adversaires. C'est une défense qui va défendre de manière très différente d'une match-up à une autre. Tu regardes leur défense contre Denver et leur défense contre Boston, tu te dis pas que les mecs ils ont une approche très monotone. Parce que du coup, autant contre Ouais. Denver, ils ont laissé énormément les 3 points ouverts et ils ont fait énormément d'aide sur Jokic. À l'inverse, contre Boston, et c'était déjà le cas au premier match en janvier avec Davis, c'était beaucoup plus ce que Davis avait dit d'ailleurs, c'était JJ Redick nous a dit de leur faire poser le ballon au sol, entre guillemets, de les faire dribbler pour éviter justement d'avoir des double teams et des tireurs ouverts à 3 points. Du coup, c'est une équipe qui s'adapte énormément entre guillemets aux forces et aux faiblesses adverses, en tout cas qui essaye le plus possible parce que ils ont énormément de faiblesses en fait tactiques défensivement et ils arrivent quand même à avoir la meilleure Mhm. défense parce que du coup ils sont hyper compacts et aussi parce que ils ont deux bulldozers défensifs que sont Dorian Finney-Smith et Et Jared Vanderbilt. l'immense Jared Vanderbilt. Ouais, tu vois, on a parlé un peu de safety verticaux et horizontaux. Lui, c'est un peu les deux là en ce moment. Genre,
Il est un peu Ouais. au four et au moulin. Mais du coup, si ta défense dépend de lui, bah ton attaque est un petit peu plus handicapée. C'est quand même une équipe qui a beaucoup trop de compromis pour moi, entre guillemets, mais qui pour l'instant arrive très bien à fonctionner parce que Mm. c'est une équipe qui surprend énormément les attaques contre lesquelles elle défend et qui est capable en fait tout simplement de leur sortir de leur régime habituel. Mais tu vois, c'est un match de saison régulière après l'autre, entre guillemets. Et là où en fait les Lakers ils sont un peu en mode playoff, c'est-à-dire que ils préparent un peu chacun de leurs matchs comme si ils devaient absolument le gagner pour pouvoir monter dans les rankings de l'Ouest qui sont très Uhum. serrés. Et t'as un petit peu ce truc-là que pendant que les équipes de saison régulière enchaînent les matchs, eux, les Lakers s'adaptent peut-être un peu plus. Mais pour une série de playoffs, surtout sans Anthony Davis. Parce qu'en fait, je pense que, tu vois, ils ont gagné contre Denver sur un match. Ouais. Je pense que tu laisses un deuxième match à Jokic pour s'adapter un petit peu à tout ça, et même Mike Malone et tout. Ta mayonnaise de ta zone un peu en triangle autour de lui pour lui empêcher d'avoir le ballon et défendre le. Tu vois, les mecs, ils vont dire, ah, vous voulez pas qu'on passe la balle à Jokic au poste bas? Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire la remise en jeu. Il va remonter le ballon lui-même, il va aller au Bah oui. poste bas tout seul, tu vois. Et Donc, t'as quand c'est même. un peu. En vrai, c'est con, mais c'est un peu ce qui s'est passé contre OKC. Genre, en fait, ils lui ont fait juste démarrer les actions balle en main. Et Hey. bah, tu peux. Là, la technique de oh là là, on fait des fronts et c'est magique, etc. Bah, ça se casse un peu la gueule, quoi. C'est ça. Donc, j'aime beaucoup l'approche tactique des Lakers qui vraiment essayent de faire déjouer chacun de ses adversaires. Ouais. J'ai beaucoup plus de mal à y croire parce que justement ça manque un peu de profondeur et t'as un peu un effet waouh sur un match. Et je pense que c'est plutôt une équipe qui va avoir du mal en playoff parce qu'ils vont manquer de profondeur. Et c'est surtout que même physiquement, ils dépendent beaucoup de LeBron James qui a 40 ans et qui s'est encore blessé là, je sais pas exactement, à Oui. l'hernie ou un truc comme ça, genre, enfin, Ouais. qui est encore sorti sur blessure. Et défensivement, bah, t'as aussi des cibles assez évidentes que beaucoup d'équipes Ouais. peuvent attaquer et qui sont faciles à trouver parce que souvent il y en a deux sur le terrain. Donc, t'as le truc de c'est bien parce que ça permet à Doncic de pas être attaqué parce qu'il y a un mec qui est encore plus ciblé, c'est Austin Reeves. Ah, Austin Reeves, il a passé un sale quart d'heure à Boston, hein. Mais du coup, ouais, c'est un peu le problème, quoi. Et Mais ouais, ce qui est intéressant, je trouve ultra vas-y. paradoxal avec cette équipe, c'est que avant le trade de AD, c'était limite plus l'attaque qui était parfois impressionnante, tu vois. Ouais, Genre, je trouve il y avait des beaux matchs, surtout sur la fin, genre contre les Knicks, contre les Warriors, contre même, je crois qu'il y a un match contre les Clippers où t'as des vraies belles perfs offensives et il ramène, enfin, il trade AD contre Luka. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est oui, que ils font un match contre le Jazz où ils perdent et je me dis waouh, la défense là ça va plus du tout. ouais, Et en ouais, fait du coup bah JJ Redick, en fait ce qui est drôle c'est que toute l'équipe était faite de sorte qu'elle soit une équipe offensive autour de AD en gros. Tu te disais AD tient ma défense à peu près et après j'ai une équipe ultra offensive. Et là ils ont tradé pour Doncic mais du coup ils se disent bah on va faire une équipe ultra défensive et Doncic, LeBron, Austin Reeves, c'est un peu l'attaque Clippers, quoi. Ça va être juste suffisamment bon. Et c'est vrai que sur les chiffres, déjà sur le span, c'est que plus 6 de net rating, mais avec un incroyable defensive rating, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment un incroyable defensive rating depuis le trade de Doncic. Et ouais, j'avoue que l'idée de se dire, en fait, vu qu'on a plein de cibles potentielles bah en fait on peut pas faire, on n'a pas d'intérieur de drop, on n'a pas de bon navigateur d'écran. Si on commence à devoir faire des rotations, Luka et LeBron et Austin Reeves on peut suivre, donc autant faire des switches qu'on peut couvrir à plusieurs, ouais, c'est ça. mais on s'en fiche d'avoir des mismatchs en fait presque. C'est Et genre, en gros, on retire la possibilité qu'il y ait des cuts, qu'il y ait des décalages qui soient faits ouais, collectivement, et on va se faire battre, entre guillemets, en un contre un. Le problème, c'est qu'encore une fois, voilà, en playoff, tu vas pas c'est ça, ouais. forcément trop pouvoir le faire parce qu'en un contre un, tu vas te faire tuer. Et
Et puis tu vas forcément envoyer des aides parce que tu vois, t'as des situations où si tu laisses trop les post-up et des trucs comme ça, bah tu vas te faire avoir. Puis au fur et à mesure du match aussi, tu vas de moins en moins pouvoir rester un peu devant. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi pas mal, c'est que je trouve que les attaques de mismatch, notamment bah, des matchs que j'ai vus à Boston dans la salle, j'ai trouvé qu'il faudrait les vérifier. Je sais pas si ça se traque, mais j'ai l'impression que plus le temps passe dans un match, plus les attaques de mismatch se rapprochent du cercle. Comme si, bah, en fait, Il y avait vu une que la, fatigue. ouais, la fatigue, et je pense que du coup, souvent la fatigue est plus difficile à incorporer pour les gens qui sont attaqués en mismatch que pour ceux qui les attaquent, entre guillemets. Et en tout cas, je sais pas si c'est un biais de récence ou si c'est quelque chose qui est mesurable. Mais par exemple, le match contre le Jazz de Boston, ils ont énormément de mal à attaquer des mismatchs qu'ils cherchent sur Walker Kessler au début, où ils arrivent à peine à atteindre la ligne des lancers francs. Et sur les dernières actions du match, ils lui dunkent dessus, quoi. Donc Ouais. t'as un peu ce truc-là de... Après, Bah, à c'est quel aussi... point c'est boosté par le fait que Boston a un méga spacing et bah, quand ils commencent à rentrer leur shoot, tu les respectes. Et à quel point c'est de la fatigue de la défense, je sais pas. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'en vrai, le parallèle à quoi ça m'a fait penser, c'est en vrai, au foot, bah, les pressings, souvent, ils sont bien organisés en première mi-temps et tout. Et en deuxième mi-temps, bah, c'est là où t'as. Enfin, c'est con, mais c'est là où t'as le plus d'espace aussi, quoi. Donc, je pense que forcément, ça joue, quoi. Surtout si t'as un joueur qui se fait cibler en permanence, il doit Ouais. être un peu moins frais après, enfin, en fin de match qu'au début, quoi. Ça paraît Bah, logique. surtout peut-être chez les intérieurs, tu vois, je me dis peut-être que là, ça dépend de quel type de mismatch on parle, mais un joueur qui a le corps de Walker Kessler, Ouais. suivre Jalen Brown sur un drive, deux drives, trois drives, au bout du dixième drive, je pense que il y a tes hanches et tes chevilles qui sont en train de dire là, et là, ça commence ça brûle un peu là, non? Donc, ouais, non, je pense Mais que ça dépend aussi du frame un petit peu du joueur qui est défendu. paradoxalement, est-ce que leur attaque qui est pas terrible en régulière, Oui, oui, je suis d'accord. c'est pas une attaque de playoff, genre pas ultime, mais LeBron, Austin Reeves, Luka Doncic, t'as quand même trois porteurs de balles qui sont assez différents dans le style, mais qui se retransmettent très bien sur des playoffs. C'est-à-dire que, grosso modo, si t'as besoin plus, enfin, tu peux tout faire, quoi. Tu peux tout faire pour cibler un mismatch. Mais le problème, c'est que t'as pas le spacing dans lequel exploiter le mismatch. Ouais. Un petit Et peu. d'ailleurs, je trouve il y a un truc qui est frappant, c'est que je trouve j'ai moins vu les Lakers, mais bon, quand même, même sur les matchs que j'ai vus, même face aux Celtics, mais je trouve que Doncic drive beaucoup moins qu'avant. Et sur la saison, en fait, ça rejoint aussi avec un peu les Mavs où il avait un peu moins de ballons et un peu plus off-ball, etc. Et il a eu des blessures, etc. Hmm. Mais il est qu'à 14 drives par match. Ouais. Ce qui peut Et paraître énorme pour un autre joueur, mais qui pour Doncic, voilà. c'est pas beaucoup, quoi. Et qui, en gros, c'est un top 20 NBA. Mais avant, il était top 5, quoi. Ouais. Et je me suis fait la réflexion, je sais pas, toi qui l'as vu. Après, il fait quand même il fait un sacré match contre Boston, mais Ouais. j'avais un peu cette sensation de ouais, il y a parfois pas assez de spacing et j'ai l'impression il allait beaucoup moins au cercle qu'auparavant, quoi. Ouais, bah le problème en plus face à Boston, c'est que la défense de Boston, elle a considéré que Dorian Finney-Smith, c'était un non-shooter. Je te laisse imaginer un petit peu. Et je pense qu'en playoff, il y a pas mal d'équipes qui vont faire ça, hein. Bah, pas mal, je sais pas, mais en tout cas, tu prends les équipes qui vont préparer le match, enfin la série contre les Lakers, ils vont regarder les matchs qu'ils ont perdus depuis la trade deadline. Et clairement, le match contre Boston, c'est un peu le blueprint de ce que tu as envie d'essayer de faire en défense, quoi. Parce Ouais. que là où ils ont réussi à les avoir, les Lakers, c'est quand ils ont réussi à avoir Boston, c'est quand il y avait bah, seulement Lucas ou seulement LeBron sur le terrain avec un peu plus de mouvement et de spacing, tu vois. Mais quand Mm. les deux sont sur le terrain, tant qu'il n'y aura pas de synergie trop entre les deux, ça va un peu bloquer. D'ailleurs, il y a un mec avec demandé en conférence de presse à JJ Redick est-ce que c'était quelque chose qui était voulu, qu'il n'y ait pas encore beaucoup d'actions à deux ou est-ce que ça allait venir.
il avait un peu botté en touche, donc je sais pas trop. Moi, il m'a complètement humilié en conférence de presse. J'ai déjà Oh dit que c'était un non, peu gênant. tu t'es fait humilier par JJ Redick. Ah, mais c'était terrible parce que du coup, Ah, mais oui, tu l'avais raconté dans le. Bah, vas-y. j'ai raconté ouais, Re-raconte-le. chez Guillaume, mais juste voilà, genre j'ai voulu faire le Mariol qui connaissait le nom d'un système. Et il m'a dit, ah non, nous on n'appelle pas ça comme ça. Et voilà, du coup, j'ai eu le droit à une remise en bonne et due forme de notre ami podcasteur qui en réalité fait le même métier que nous, quoi. Bah ouais, franchement, il pourrait nous recruter. Moi, j'ai plein d'idées hein, pour les playoffs. Bah Euh, écoute, ouais, surtout si on peut s'enquiller des bouteilles de vin en parlant basket, moi je pense que je te laisserai parler basket et puis je vais faire un peu la sommellerie. Ouais, ok. Tu goûteras, tu testeras juste. Yes, C'est pour nous, hein. C'est parce que tu fais crash test. exact, bon, c'est ça en Mais vrai, moi je fais crash non, mais test. en vrai, c'est intéressant parce que tu vois le match contre Denver, je me suis fait la réflexion de ouais, Doncic exceptionnel sur pick and roll, on s'y attendait et c'est génial. Mais finalement, il y a très peu d'actions où les trois sont combinés, Austin Reeves, LeBron et Ouais, Luka. Les quelques actions où ils le font, je vois le truc et je me dis, je vois le potentiel. En fait, ce qu'ils font souvent, c'est un horns. Donc Austin Reeves arrive avec la balle, il y a LeBron et Luka de chaque côté. Il donne la balle à Luka sur un peu, en gros, un peu un post-up, mais plus à l'intérieur de la ligne à 3 points. Et après, les deux combinent LeBron et Austin Reeves avec un qui pose un backscreen, donc un écran pour un cut de mm, l'un, et l'autre qui pop à 3 points. Et les quelques fois où je me suis dit, ah, c'est intéressant, mais finalement, on l'a vu 4 fois sur le match, et enfin 3-4 jeux à 2 ou 3 sur le match, et je me suis dit, c'est quand même pas beaucoup, et il y a même des actions où il y a un ou deux pick and roll inversés, où tu vois qu'ils n'ont pas encore l'habitude de jouer ensemble, et c'est pas terrible, enfin, l'exécution est pas parfaite, c'est-à-dire que LeBron, il glisse l'écran, mais parce qu'il sait que ça va blitzer Luka, mais Luka, il fait pas la passe parce que lui, il veut le mismatch, et au final, tu vois, je trouve que je me dis, à ce moment-là, j'étais optimiste parce que je me disais, on va peut-être le voir avec le temps, c'est normal, c'est ce premier match. Finalement, je trouve qu'on le voit pas trop. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu décevant, mais du coup, comment t'évalues leur attaque sur un système playoff? Est-ce que t'es plus, bah, Luka, LeBron, Austin Reeves, ça peut vraiment trop bien cibler des mismatchs, ou le spacing, ça va leur poser problème à un moment fatalement? ouais, je pense que le spacing va leur poser un problème assez fondamental. Après, ça dépendra aussi de comment ils arrivent à faire réagir la défense selon le niveau de scoring que peut avoir Doncic. Parce que tu vois, Dallas l'année dernière, c'est pas non plus le spacing du siècle, tu vois. Bah non, Mais, mais la défense tenait aussi, tu vois. C'était l'équilibre qui oui, avait été bah, trouvé aussi. c'est un peu le problème. Mais moi, je pense que leur attaque fonctionnera mieux, voire tout aussi bien qu'en saison régulière. Je pense que c'est la défense qui risque d'être plus problématique et du coup, il n'y aura pas le niveau suffisant offensivement à cause du spacing malgré le scoring en isolation pour un peu survivre de cette défense qui va en fait être entre guillemets la coquille défensive des Lakers, elle va Ouais. être brisée au fur et à mesure parce que en fait tu vas avoir une très bonne approche sur les premiers matchs potentiellement et au fur et à mesure ça va vraiment s'effriter quoi. Ouais. Et je pense que, tu vois, l'attaque peut se maintenir au niveau de la régulière, ce qui en soi est qui est une performance en soi, puisque souvent, bah, les offensive ratings, ils baissent en playoff, et que l'écart va un peu se combler parce que la défense va pas être mauvaise, mais le defensive rating va pas rester meilleure défense de NBA, je pense, quoi, comme dit au cours des séries. Ouais. Euh, et juste, je suis allé voir du coup. Doncic, il est un peu remonté là. Je pense il était à 14 quand j'avais regardé. Donc au niveau de Garland et Maxey, il est remonté à 14-8, donc au niveau de James Harden. Ouais. Et il est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e driver le plus prolifique de NBA. Mm. Mais du coup, petit aparté qui est voilà. Mais est-ce que tu sais qui est derrière le top 3, Shea, Bronson, Trae Young, qui est le quatrième plus gros driver de NBA? Zion Williamson. Oui. Bah, oh, tu sais à qui tu parles? Oh monsieur, je regarde du basket, moi je regarde la Nouvelle-Orléans. Ah ouais, non mais pardon, mais waouh, tu sais que cette stat me fait sourire. Bah non mais... Cette stat suffit à me rendre heureux, franchement. Ah mais j'ai tellement hâte de l'année prochaine quand il va être MVP là. Oh là 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 là.
Oh là là. Avec quoi? Avec Trey Murphy, Ouais, Herb Yves Jones, Missy, Yves Herb Jones. Missy. Et un petit top, un top choix de draft. Un top shot Euh, draft, il faudra aller, tu vois, chercher des mecs un petit peu qui peuvent continuer à espacer un peu le jeu, tu vois, et puis on va l'avoir notre rêve en Louisiane, on va l'avoir. ouais. Moi j'y crois, Voilà, hein. et puis avec le temps, Dejounte Murray revient pas tout de suite, CJ McCollum, bon, voilà, et puis ça va bien se passer, quoi. Bah, vu qu'ils ont décidé de se séparer d'Ingram, je crois que eux aussi ont un petit peu envie de croire au projet Zion, et ça me donne envie de croire en eux, quoi. Ouais. Mais c'est pas le sujet du podcast, là. Et non, et non, pas du tout. On s'écarte complètement. Mais du coup, si on se projette un peu sur cette attaque, sur cette équipe, pardon, des Los Angeles Lakers, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on se projette? Non, projetons-nous en ayant en tête, en tout cas, on va se projeter en imaginant que LeBron soit à 100% de ses capacités, Ouais. mais n'oublions pas que LeBron a 40 ans et que Doncic revient d'une blessure. Et que Doncic, c'est pas du win now. C'est pas du win now, Bah, je Doncic. pense, en tout cas, c'est du win sur 15 ans, quoi. Mais ça, Dallas, ils avaient pas envie de gagner sur 15 ans. Non, parce que tu comprends, après, faut jouer tous les ans en playoff. Enfin, relou, tu vois, genre, t'as quand même envie d'être en vacances parfois en avril. Donc, moi, je les comprends, les mecs, hein, finalement. Ouais, ouais. Non, mais c'était surtout que Nico Harrison avait dit ça, tu vois. Doncic, c'est pas du win now. Enfin, D'accord, il bah veut oui, win oui. now avec AD, quoi, tu vois. Mhm. Donc, bon, bref. Nos amis, les Lakers. Et c'est vrai que je pense que, ouais, un truc qu'on a dit vite fait, mais dans ce côté combler les brèches, etc., Jared Vanderbilt est vraiment ultra important, en fait. Et ça va Ouais. symboliser, je pense, pas mal de trucs de à quel point il pourra jouer en playoff par l'attaque. Et on l'avait déjà vu en playoff, il y a quoi? Il y a 2-3 ans, sur la série face aux Warriors, quoi. Ouais. Enfin bon, cela étant dit, les Lakers. Les Lakers, comment on les place? Comment tu les places? Bah, moi, je les place cinquième. Ok. Et donc, je les place avec juste en dessous des Clippers. Donc, ça va être une série en 4-5. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une série Clippers-Lakers, là? C'est compliqué, mais du coup, tu les places devant Houston, devant Memphis. Ouais, je crois que Memphis et Ah ouais. Houston, les projets sans spacing qui font la bataille des possessions, j'ai laissé tomber. Mais moi, Memphis, moi, ça m'a abattu leur trade deadline, hein. J'ai complètement décroché. Bah ouais, en fait, Mais tu ta vois, profondeur, tu la bazardes. Bon, bah, écoute. ouais, mais tu vois, moi, je pense Ah, qu'il mais y les a Clippers sont en huitième. ouais, il y a quand même des défenses qui peuvent sacrément ralentir. Enfin, je me dis, à l'ouest, il y a il y a des profils défensifs. Tu vois, je pense qu'il y a aussi de plus en plus d'équipes qui vont s'inspirer aussi de ce qu'a fait Boston en finale et de ce que a fait OKC aussi au final. C'est-à-dire que Doncic, au final, il va jouer aucun 1 contre 1, je pense, ou presque. Et Hmm. est-ce que l'attaque, elle peut. Enfin, l'attaque, elle a aussi un peu stagné, mine de rien, Dallas Bah, l'année dernière, par manque de spacing. bah oui, puis Jamorant aussi, il stagne un peu. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui. Je sais pas trop les Lakers, hein. Je sais pas trop. Mais du coup, Memphis, et sur Memphis, ça passe Memphis. Ouais, Premier tour face à Memphis, ça passe. ouais, Premier tour face à Houston, ça passe. ça passe. Premier tour face à Denver, Ça passe pas. ça passe pas Denver? Ça passe pas Denver. On pourrait avoir un 4-5 Denver Lakers. Et sinon, après, du coup, s'ils font. Attends. S'ils font troisième, par exemple, actuellement, Warriors. Ça passe pas. Warriors, ça passe pas, ok. Timberwolves. Ça. Ça passe. Ça passe tout juste. Ça passe, ouais, ça passe. Et il faudrait qu'ils fassent un home run, genre qu'ils fassent deuxième et que les Clippers ils fassent septième, ils sortent du play-in septième.
Ouais, Lakers Clippers, ça passe pas. ça passe pas. Et du coup, admettons que du coup ils fassent leur premier tour. Ils sont quatrième. On garde la configuration actuelle. Ouais, Donc d'après l'oracle, ils passent contre Houston. l'oracle Azad. L'oracle, l'oracle Azad. Et au deuxième tour, ils se retrouvent contre OKC. Ça passe pas. Ça passe pas? Ah ouais, Non. même pas un petit peu? Non. Non. Ok. Ok, donc les troubles fêtes, au final, toi, t'y crois pas trop aux troubles fêtes. Non, bah si, Warriors, j'y crois. Oui, aux troubles fêtes Lakers, pardon. Oui. Ok, t'y crois pas trop, quoi. Non. Non. Trop de lacunes. Mais, et aussi, je pense qu'il y a un truc à dire. C'est que OKC plus 13 de net rating. Enfin. C'est quand même une équipe très 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 forte. Et je pense qu'il y a ça qui a joué, qui joue forcément un peu dans ta réflexion de dire ça passe pas du tout contre OKC, quoi. Qui Bah a ouais, battu quand même. d'ailleurs 2 fois Boston cette année. Je sais pas si t'avais remarqué. Bah ouais, Euh, mais j'étais sur place, figure-toi, hier, pour voir ça. T'étais sur place pour voir du coup que OKC a battu Boston à Ouais. Boston sans Jalen Williams, sans leur troisième meilleur joueur, c'est ça? Oui, bah après, il n'y avait pas Porzingis non plus, donc si on commence à jouer le jeu des qui a manqué quoi. Mais non, non, mais clairement, ok, c'est impressionnant hier. Mais c'était trop bien. En vrai, j'ai vu des matchs de dingue, c'est trop bien. Mais bon, peut-être qu'on Ah, fera un mini épisode où on raconte encore notre vie. où tu racontes ta vie, hein, toujours, hein. Oui, c'est vrai, parce que bon, tu pourras nous raconter ton déménagement en vrai. Ouais, et je pourrais même vous montrer la vue que j'ai dans mon nouvel appart. Et bah, Je pense, vendu. je pense que ça intéresse vachement les auditeurs. Eh ben, mais mettez-nous dans les commentaires si vous voulez avoir un épisode sur le voyage à Boston et la vue de Baptiste. Voilà. Et Et tous les posters que j'ai de Hazard dans ma chambre. Je pense qu'on a été complet. Donc au final, Azad, ouais, maintenant, je pense qu'on fera un épisode preview complet, un peu oui, différemment. ouais. Mais ces troubles fêtes peuvent-ils gâcher la fête du Thunder? Est-ce que est-ce qu'il y en a un? Qui sort de l'Ouest là maintenant au 13 mars? Tu auras le temps de changer ton fusil d'épaule parce que il y aura Au peut-être des 13 mars, là blessures, maintenant, tout de suite, là. etc. Mais là, quel est ton feeling intérieur maintenant là? Est-ce que ça sort de l'Ouest au KC ou est-ce que quelqu'un les sort? Là maintenant, tout de suite, là, 13 mars, 13 mars 2025. 4 heures, 15h5, 15h58 à Boston. 15h58 à Boston. J'ai envie de dire Non. que pour l'instant, j'ai du mal à voir une équipe battre Jokic en 7. Oh, Mais c'était déjà le cas l'année dernière, hein. wow. Ouais, mais l'année dernière, il n'y avait pas OKC. Enfin, il n'y Eh avait pas oui, puis ce l'année dernière. OKC. Puis il y avait KCP, il n'y avait pas OKC. Ouais. Et voilà, et il n'y avait pas Hartenstein. Bon, tu m'as demandé mon avis ou tu m'as pas demandé mon Mais du coup, avis? ton avis, c'est quoi? Parce que là, je te. Bah, mon avis, c'est que Denver, ils peuvent être champions. Voilà, c'est ça mon avis. Donc Denver sort de l'Ouest, là, tu le sens comme ça? Ouais. Ok. Pour Ok. moi, ouais, pour l'instant, putain, c'est dur, hein. Mais je dirais, je mettrais Denver, OKC, Warriors, Clippers. Mais c'est quatre équipes que j'imagine voir passer. Ok. Ok, ok. J'en imagine pas une cinquième, mais ces quatre-là, ouais, je les imagine bien. Ah, moi, je me suis dit, ce serait tellement marrant d'avoir un Warriors Cavs en finale. Comme au Moi, bon un vieux temps, Warriors quoi. Celtics, hein, c'était bien. Ouais, 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 c'était pas mal. Ou un Lakers Celtics? Un Lakers Celtics, ce serait bien, mais ce serait un sweep. Ah ouais, tu penses que il est si fort que ça, Doncic? Waouh. Bon, ok, donc toi tu dis Denver. Enfin, on en reparlera, mais on est d'accord que la conclusion de ce podcast, c'est quand même que on croit plus aux Warriors qu'aux Lakers. Ouais, Attention aux Warriors, ouais, c'était un peu l'idée. c'est un peu l'idée. Toi, tu Bon, mets qui sort de l'Est, de l'Ouest, parce que bon, ça parle. de l'Ouest, Ouais. mais c'est nul de dire OK ici, genre
C'est tout pourri. Genre, Bah non, ah, on peut ok, dire ok si, si, ça en va. vrai, genre c'est ok de pas prendre de risques et d'avoir potentiellement raison, hein. Oui, mais c'est nul. Moi, ça me plaît D'accord. pas. Du Donc, coup, moi, soyons fous. Allez, de toute façon, les pronoms, on a toujours faux. Donc, moi, je dis Warriors pour l'instant. allez, vendu le cru. Mais on pourra en reparler. On pourra Allez, en reparler. et ben j'avais dit qu'il fallait que je me libère à 16h et il est 16h00, donc on a encore fait une masterclass de gestion de timing. Bravo. Bravo. Merci, merci à tous les auditeurs, quand même. Bah ouais, bien Merci à eux. entendu. C'est toi le présentateur en théorie. Ah, c'est moi qui présente. Ok, bah merci à tous les auditeurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. On va continuer à publier des profils de draft parce que il y a au moins 50% du Dreamcast Show qui est intéressé par la NCAA et la draft. Et Donc le prochain a déjà été tourné en plus. et le prochain a déjà été tourné. Ensuite, on va continuer de parler de basket de NBA. Si jamais vous êtes intéressé par le petit voyage à Boston, peut-être qu'on pourra faire un truc là-dessus. Et en termes de vidéo, on va avoir potentiellement 2 joueurs en Z et peut-être même 3. Peut-être D'ailleurs, 3 tu Z. vois. Et on va peut-être avoir 3 Z. Imaginez-vous ça. Donc voilà, il y aura comme d'hab de nouvelles choses sur la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous invite vous abonner, vous repartager tout ça. Et puis merci comme d'habitude pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Bisous.